Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Edgar Alain Abraham Mebengo séjourne depuis la nuit de vendredi à samedi dernier à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. L'ex-ministre de la Défense y a été placé sous mandat de détention provisoire sur réquisition du procureur général près le tribunal criminel spécial. Après 4 jours de rudes épreuves ponctuées d'interminables auditions et perquisitions, le Golden Boy prendra finalement possession de son nouvel appartement dans le quartier 14, local réservé aux prisonniers dits de luxe de Kondengui. Selon des sources proches du dossier, Edgar Alain Mebengo serait sous le coup d'au moins 8 chefs d'inculpation sur fond de rétrocommission, de surfacturation et autres pots de vin. Dans les multiples marchés d'achat d'uniformes et de matériel militaire pour le compte de l'armée camerounaise à l'entreprise française MacForce. En 4 jours, la toute grande puissance d'Edgar Alain Mebengo a fondu comme neige au soleil. Le Baba a entraîné dans sa chute 3 co-accusés et probablement son épouse et les enfants. Edgar Alain Mebengo. Fin de parcours, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Edgar Alain Mebengo, fin de parcours, il y a bien évidemment un point d'interrogation. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Walter Suchuo. Welcome, sir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Thank you very much. Voilà, c'est parce que vous êtes, c'est la première fois sur le plateau. Oui, c'est une première. Oui. Je suis très fier. Oui. Pourquoi vous êtes fier? Parce que à côté de moi, j'en ai des gens qui sont sages et chaque fois quand je suis à la maison et que je les suis, leurs arguments sont fondamentaux. Ah, vous avez tenu à être là aussi, à Equinox aujourd'hui. Oui, bon, je viens les rejoindre pour dire aussi ma part. Il ne faut pas qu'on laisse la place aux autres de venir parler alors que nous on aussi à dire. Okay. Merci, je vous remercie. Voilà, c'est ça Equinox ce soir. Hein? Oui. Voilà. Walter Cho, il est Media Consultant, Public Relations Officer. C'est bien cela? Oui, porte-parole d'une ONG. Gros Cameroun. Oui. Gros Cameroun. Oui. C'est dans les projets agricoles. Oui. Nous sommes basés à Yaoundé. Oui. Vous êtes également, on va le dire comme ça, enseignant. Oui, attaché de recherche à l'université de Yaoundé 2 ou bien moniteur et enseignant vacataire à l'université de Bamenda. L'université de Bamenda. Oui, je suis basé. La dernière fois que vous étiez à Bamenda, c'était quand? Oui, mon cours de droit de la communication, c'était en juin. C'était le deuxième semestre. Deuxième semestre. J'ai fini mon cours de la communication commerciale, ce qu'on appelle business communication. J'ai interrogé mes étudiants, la majorité on va dans session normale, ce qui d'ailleurs me dit performant. Et au rattrapage, 700 seulement au rattrapage, je les ai interrogés. Et quand on a repris l'année académique 2018-2019, ils m'ont encore appelé et m'ont programmé au niveau 2 et au niveau 4 avec droit des affaires et management. Ok, bienvenue sur le plateau Equinox. C'est un plaisir. Voilà, en face de vous, Camille Nelly. Camille, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain-Autou. Voilà. Bonjour le panel. Oui. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ok. Et sur ce plateau, Roger Oyono, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, bienvenue. Hein. Ah, merci, Serge Alain. Voilà, en face de vous, Hilaire Dipan. Hilaire Dipan, bonsoir. 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 Voilà, il y a la nouvelle qui vient de tomber. Abdelaziz Bouteflika. On va réagir, ça va faire l'objet. Puisque Cédric Nouffelé va nous proposer ça au journal, mais je veux en quelques secondes aux réactions à chaud. On va faire un petit tour de table. Abdelaziz Bouteflika qui renonce à un 5e mandat. 30 secondes. On va développer en deuxième partie. D'abord, commence par vous, Hilaire Dipan. Oui, je félicite complètement le peuple algérien qui a bravé les interdictions, bravé les interdits, et qui, dans une détermination farouche, a décidé de prendre en main son avenir. C'est une leçon, certainement à la jeunesse africaine tout entière, que sans casse, avec la pression de la rue, on a pu permettre à un président qui a donné beaucoup de remédier. Et je pense que c'est une leçon que l'opposition camerounaise
doit prendre par devers elle, avoir la lucidité et l'intelligence de savoir que l'unité d'action permet d'atteindre tous ces objectifs. Ok, ça c'est la première réaction de Hilaire Zipan. La vôtre, Kaminele? Il faut dire que le maintien de M. Bouteflika au pouvoir depuis au moins la dernière élection. Vous dites le maintien. Qui maintenait? Il faut rappeler, faut rappeler aux téléspectateurs. Non, quand je parle qui maintenait Boutef? Non, c'est le système qui le maintenait. Voilà, je dis il faut rappeler aux téléspectateurs. Oui, mais c'est pour ça que je dis le maintien, c'est-à-dire le système qui le maintenait alors qu'il était complètement impotent. Il ne marchait pas, il s'appelle-t-il pas, on se demande même s'il réfléchit. C'est une absurdité. Et moi, je pense que cela devrait inciter à tous les autres chefs d'État qui s'incrustent au pouvoir, qui ne font rien pour partir, pour savoir partir, et qui pensent que, comme ils sont habitués à rester au pouvoir, ça va être ad vitam aeternam. On ne comprend pas que un monsieur comme celui-là, qui effectivement a peut-être beaucoup donné à l'Algérie, n'a pas compris qu'il faut un moment partir. Et là, aujourd'hui, il est poussé à la porte par la rue, et ce n'est pas très glorieux. Et non, Roger? Bon, ce que je peux dire, c'est que je constate que... Vous qui étudiez la science politique. De plus en plus, le pouvoir se trouve pas dans la rue, mais le pouvoir appartient au peuple. Je voudrais dire qu'il y a de plus en plus un intérêt croissant des populations africaines pour la chose politique. Autrement dit, il y a une politisation de la société africaine en général. Les populations s'intéressent de plus en plus à la chose politique et cela augure des lendemains meilleurs. L'Algérie n'est pas un cas d'école pour aujourd'hui parce que nous avons vu ça au Burkina Faso et dans ce que vous les journalistes vous avez appelé le printemps arabe. Autrement dit, le peuple s'intéresse de plus en plus à la chose politique et cela est intéressant. Donc je pense qu'en deuxième partie on pourra tirer des conclusions ou bien on pourra en débattre plus. Voilà, il a sorti le mot, le printemps arabe. L'Algérie a échappé au printemps arabe. C'est ce qui arrive aujourd'hui. La rue a poussé Boutef à renoncer. Oui, c'est une crise. Oui, c'est une crise. Ils ont raison, mais sauf que quand vous les écoutez, vous avez l'impression qu'ils ont une posture politique compliquée, je dirais même discriminatoire. Soyons sûrs et sérieux. N'importons pas le cas de Bouteflika en Algérie et au Cameroun. Ce qui se passe là-bas, c'est le contexte de ce pays. Mais ce n'est pas ce qui peut se passer ici en Afrique centrale. Il est normal que ça arrive à Bouteflika. Il est sur le fauteuil roulant. Et ce qu'il arrive, les Algériens. Il n'est pas le seul, hein? Oui, ils supportent. Et pour moi, c'est normal. C'est normal pour moi, c'est mon point de vue. Ok, on en reparle donc dans la deuxième partie et qu'il en soit le débrief. Roger Oyono, venons-en au fait. Hein? Votre village n'est pas loin de celui de Edgar Alain Mebengo. Oui, quelle était l'ambiance là-bas le week-end? Oui, bon, rappelons que je suis Camerounais, ressortissant de la région du Sud, du département du Dielobo, de l'arrondissement de Zouétélé et du groupement Voguela, c'est-à-dire le groupement du ministre Edgar Alain Mebengo. Oui. Je suis précisément du village Biane aussi, Biane qui est l'un des villages du groupement Voguela, lorsqu'on compte Biboulmam, Elan, Koumadjap, Nkolfong, c'est-à-dire chez le ministre Edgar. Ce que je peux constater, j'étais pas là-bas en villégiature ou en galéjade, j'étais là-bas pour les obsèques d'une grand-mère, c'est-à-dire la grande sœur du pasteur Ngomo, qui est reconnue comme frère également de Edgar Alain Mebengo. C'était la grande tristesse, premièrement pour le deuil, mais en tant que politologue également, j'ai essayé de regarder l'ambiance autour de l'arrestation du ministre. Et ce que j'ai pu constater, c'est que ce n'était pas la tasse de thé ce jour, autrement dit, des populations. L'indifférence? Il y avait une sorte d'indifférence. Et j'ai essayé également de regarder un peu, de sculpter un peu les forats qui regroupent un peu les ressortissants de Zouétélé en général et de Voguela en particulier. Je n'ai pas beaucoup vu de pleurs. Autrement dit, dans certains groupes même de Zouétélé, j'aurais vu comme si certains étaient contents, au même titre que le jour que le ministre avait été débarqué de son poste ministériel, où les gens ont fait sortir des t-shirts en disant « Popol, c'est bon ». Bon, j'étais vraiment quand même surpris que même lorsqu'on amène quand même, lorsque quelqu'un est condamné, ou bien lorsque quelqu'un est traduit devant un tribunal, la compassion des frères
aurait voulu que par subjectivité qu'il soit avec lui, mais cette indifférence m'a permis de me poser beaucoup de questions, et je me suis posé la question principale en tant que politologue, c'est de savoir quel était l'ancrage politique du ministre Mebe chez lui, autrement dit, était-il légitime? Et c'est la question principale que je me suis posée, à laquelle je n'ai pas encore trouvé la réponse jusqu'à aujourd'hui. Peut-être l'émission nous est proposée. Avec l'émission, on aura la chance de trouver les réponses à cela. Rappelons quand même que c'est difficile de venir dans un débat et parler d'un grand-père, surtout dans un débat aussi délicat. Mais comme la science est faite pour briser des frontières, et la science nous appelle à débattre des sujets importants pour la République, donc nous sommes heureux d'être conviés. Merci. Hilaire Zipa, vous avez parcouru les unes des journaux. Hein, vous avez comment vu? C'est comme si tout le monde se satisfaisait du sort des... Il y a même un quotidien qui a mis « enfin ». Oui, ce qui m'a semblé tout à fait sérieux, c'est qu'il y a un quotidien qui ne paraît pas en principe le samedi, qui a sorti un numéro complètement spécial. Oui. Ça veut dire que l'ouragan médiatique dans lequel nous vivons a certainement des partisans, des destructeurs ou des partisans de la recherche de la vérité. Et cela, j'ai l'habitude de dire, les journalistes sont des historiens de temps présent. Ils doivent dire les faits. Sur les réseaux sociaux également, comme a dit M. Yono, il s'est agi que les gens ont relaté. Certains pour montrer l'ambiance, de la manière où il a été accueilli, d'autres pour se moquer de la manière où il a été accueilli. Tout cela montre à suffisance que c'était un homme complètement très complexe et certainement son passage au gouvernement n'a pas fait que des heureux. Je crois savoir que j'étais avec Kaminele quand il y a eu la passation des services au ministère des Transports et que M. Mebengo sortait du gouvernement. L'ambiance n'était pas tout à fait rose ce jour-là. Et il faut le dire, il y a eu un incident majeur qui s'est présenté. C'est que la salle de passation du commandement entre le ministre entrant, Ernest Ngalibé, et le ministre sortant, n'était pas ouverte. Pourtant, le ministre entrant était complètement là dans la cour, il regardait à gauche, à droite, il ne savait pas comment s'y prendre. Et on savait bien que l'expédition dont faisait montre le premier ministre de l'époque attestait que dans 5 minutes tout devait se passer. Donc tout cela montrait une ambiance extrêmement... Et quand on a vu le monsieur parti, ça m'indiquait, ça montrait des signes que ça ne va pas être très facile pour lui, pour la plupart des choses. Ça c'était peut-être pour dire l'ambiance. Mais maintenant, si l'on en veut certainement, comme il a dit bien, maintenant que la justice est saisie du dossier, il n'est pas bon qu'on l'on puisse quand même exprimer. Mais il a soulevé un point qui me semble tout à fait très important, c'est l'ancrage des hommes politiques dans leur capacité à se projeter sur la vie nationale. Vous savez, dans des pays qui sont extrêmement bien organisés, dans un système français, il est établi que c'est ceux qui ont au moins un mandat, soit de conseiller, soit de maire, soit de député, qui sont généralement en fonction. Et on a vu des pays comme la France où les gens préfèrent laisser le strapontin de député, de ministre, pour aller être député et pour aller être maire. Tout cela atteste que, comme disait le président Biya, et si l'on suppose que cette phrase est vraie, c'est des fonctionnaires à qui j'ai donné des postes. Suivez mon regard pour savoir de qui venait cette phrase-là. Donc je pense que là, cela atteste que aujourd'hui, nous sommes vraiment au cœur de ce que nous appelons au mouvement progressiste l'État parti. C'est ça le problème, c'est ça la complexité de ce système. C'est-à-dire que... Vous faites la différence avec le parti-État. Oui, le parti-État, oui, bien sûr. Parce que le parti-État, vous êtes militant, vous gravez toutes les marches et vous avez une fonction dans l'appareil. Et cela a été beaucoup plus ancré, un peu pour que les téléspectateurs comprennent, sans toutefois être d'accord, mais c'est Mobutu qui l'a montré. Le parti-État. Or, dans le système camerounais, nous sommes dans l'État-parti, c'est-à-dire que la plupart des hauts fonctionnaires de la République sont into facto des militants du parti au pouvoir. Premier élément. Deuxième élément, il s'est agi que lorsque vous avez quelqu'un qui a une fonction d'un département ministériel, qui a une fonction politique, le lendemain, parfois il n'est même pas membre du comité central, encore moins membre suppléant, encore moins président de sous-section ou encore moins président de section. Il a la grande échappe et il préside des réunions du parti sous prétexte que c'est lui qui décide. Personnalité ressource. Et là, je peux vous le montrer ici. Nous avons devant nous le délégué du gouvernement de la paix de la communauté de Douala, qui n'est rien, militant simple, mais qui doit présider les réunions devant les membres du bureau politique, devant les membres du comité central. Et c'est ça ce que j'appelle l'État parti. C'est-à-dire que c'est la fonction de l'État
qui vous donne la latitude d'être militant. Et cela va avoir des conséquences tout à l'heure quand on va revenir sur la manière de la gestion de la chose publique. Parce que la fonction publique en elle-même, c'est une administration centrale qui régit l'organisation de notre société. À partir du moment où les textes ou les documents produits par l'administration sont imposables à tous les Camerounais, il est d'autant plus difficile. Et cela, et cet ancrage a toutes ses formes parce que le président de la République, en violation de l'article 4, alinéa 7, article 7, alinéa 4 de la Constitution, qui interdit au président de la République de prétendre à toute autre fonction élective que celui du président de la République. Je pense que tout cela montre à suffisance que nous sommes dans un labyrinthe où, quand on va étudier tout à l'heure, décrisper tout à l'heure, les lois sur l'organisation de la société, les lois sur les passations de marché, les lois sur les collectivités, les dépenses, et bien entendu les ordonnateurs du budget, que c'est là où se trouve la difficulté du Cameroun. Ok. Kamine, ces événements, vous avez été surpris par ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi? Parce que beaucoup pensaient qu'il allait rentrer chez lui libre. Donc une personnalité, 2, 3, 4, elle peut être gardée à vue pendant 3, 4, 5 jours. Vous dites qu'il n'y a pas de lit là-bas? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Et il passait la nuit. Il n'y a pas de lit au TCS. Non, c'est une autre histoire. C'est un autre détail. Donc déjà, qu'il ait passé 4 jours là-dedans, moi je savais très bien que l'issue allait être fatale. Mais tout ce que j'ai vécu la semaine dernière de mémoire de journaliste, je n'ai jamais vécu cela. Ça ressemblait pour moi à une chasse à courre. Vous savez, la chasse à courre, c'est une vieille pratique occidentale avec des hommes qui sont sur les chevaux avec des armes, qui ont avec à côté d'eux d'autres hommes qui ont des cordes, des flûtes, des trompettes et des chiens. C'est-à-dire que on identifie un animal, les autres arrivent avec les trompettes pour le pousser à fuir, il fuit, les chiens le traquent, l'amènent quelque part, c'est ce qu'on appelle la curée, et là on l'abat. C'est ce que moi j'ai vu cette affaire comme une sorte de curée avec comme trompette les journalistes, comme chiens, les réseaux sociaux qui ont balancé tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. On a inventé des tas de choses. On continue d'ailleurs d'en inventer. On va en rediscuter tout à l'heure. Et maintenant, comme... Donc vous n'êtes pas d'accord avec la plupart des titres de ce matin? Je suis en train de dire que je constate. Je suis journaliste. Je constate. Et ceux qui écrivent, chacun écrit avec sa sensibilité. Oui. Il y en a qui ne portaient pas du tout Alain Mebengo. Parce que quand quelqu'un dit Alain Mebengo, enfin, ça veut dire que enfin, il est là où on voulait, là où on attendait. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus circonspects, qui disent qu'il est descendu à Koningui. Moi, j'ai vu un grand coup médiatique, professionnel, le samedi avec Info Matin, oui, qui a réglé le problème d'un scoop. Ça, c'était le scoop. Sur le plan professionnel. Oui, sur le plan professionnel, on l'a incarcéré le vendredi. Samedi, il s'est dit que les gens veulent des nouvelles, je vais vendre. Il a certainement beaucoup vendu. Mais seulement, quand il vend, quand on lit le journal, on sent très bien qu'il a ses sentiments à lui qui transparaissent là-dedans. Mais ce que je voulais en dire, avec l'affaire Mebengo, je me dis que c'est la justice camerounaise elle-même qui est en train de faire son propre procès. Nous nous trouvons dans une situation où nous nous trouvons avec une justice paradoxale qui est capable de frapper certains avec une sorte de théâtralisation, comme on l'a vu avec Edgar Mebengo. Parce qu'on n'a jamais vu autant de théâtralisation. Non, vous pensez que c'est pire que ce qu'a subi Olanguena? Olanguena oui. Ben c'est pire. Comment ça? Mais c'est pire dans la mesure où Olanguena... Vous avez vu, on a monté Olanguena à la PJ. La maison d'Olanguena n'a pas été... Non, la maison d'Olanguena n'a pas été... Elle n'a pas été... Est-ce qu'on a monté Mebengo à la PJ? Vous avez vu Olanguena à la PJ? Je dis, hein, est-ce que c'est Mebengo qui l'avait mis à la PJ? Non, parce qu'on dit... Vous avez parlé de théâtralisation. Non, quand je parle de théâtralisation, c'est-à-dire que le fait que, jusque dans les journaux, on voit le mandat d'abord, on a commencé d'abord par voir l'interdiction de sortie. Oui. Ensuite, le mandat de garde à vue. Ensuite, maintenant, le mandat d'incarcération. Vous faites le procès à qui? Je ne fais pas. Je dis que la justice n'est pas obligée. La justice n'est pas obligée de montrer tout cela. Une personne est convoquée, elle est inculpée, on l'envoie en prison. Maintenant, il reste aux journalistes de suivre et de comprendre pourquoi. Parce que, et vous savez très bien que l'enquête, elle est secrète. L'instruction est secrète. Oui. On ne l'étale pas dans la rue. Mais tout ce qu'on a lu et écrit dans les journaux, on se demande si effectivement c'était encore l'enquête ou si c'est ce qui sortait de l'imagination des journalistes. Alors, quand M. Onodi, par exemple, que lui, il est du même village que M. Mebengo, il y est allé, il a vu beaucoup plus d'indifférence que de chagrin. Ça me pousse à me poser la question sur
ces manifestations théâtrales qu'on voit dans les villages chaque fois qu'il y a des élections. Parce que moi, en Colfond, dans le sud, moi j'ai été à certaines manifestations du RDPC et je vois les gens en train de danser avec des faratages. Ça veut dire quoi? Ils jouent la comédie ou bien c'est des gens qui se disent... C'est ça la grande question. Hein. C'est la grande question. Ouais. Alors moi je me pose la question et c'est pour ça que j'ai toujours dit que cette affaire où on voit un homme commis de l'État nommé, on organise des agapes pour dire que oui, on remercie le chef de l'État d'avoir nommé notre fils. Il y a plein d'argent qui est distribué. Est-ce que ces villageois sont sincères ou alors ces villageois se disent qu'on bouffe quand on peut bouffer le jour, on le dégage, on s'en fout. Donc, moi, je dis dans un premier temps que je constate que l'affaire Mebengo a eu une gestion assez théâtrale et assez unique dans son genre. Mais pour le moment, l'affaire vient d'être envoyée en prison, comme beaucoup d'autres ont été envoyés avant lui. Beaucoup d'autres hauts commis de l'État ont été envoyés avant lui. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent que cette façon-là n'a pas été orthodoxe. Ok. Joe Walters, le fils de... On parle de Mebengo comme le fils de Paul Biya. Ça prouve quand même, quand un père envoie son fils en prison, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intouchable dans ce pays. Attendez, pour comprendre ce pays, il faut être dans le paranormal. Comment? Vous avez dit? Pour comprendre ce pays, il faut être dans le paranormal. Oui. Parce que c'est tout ce qu'on fait dans ce pays est le contraire. Et vous-même, la presse nous dit tout. Oui. C'est-à-dire que les gens sont très fiers, contents qu'on envoyait Mebengo en prison, mais ils ne disent pas, ils n'applaudissent pas que la justice camerounaise travaille bien. On devait faire confiance à cette justice camerounaise qui a mis même le fils supposé du président. Vous savez pourquoi? C'est pour vous dire que le président Biya sait ce qu'il fait. Oui. Il est très lent, mais il est sûr. À lui, Mebengo n'est ni anglophone, ni nordiste, ni bamileke, oui. Mais il est boulot. Mais il a un lien avec le président de la République. Il est fond, il n'est pas boulot. Il y a la différence. Il est fond, il n'est pas boulot. Oui. Oui. Ça, c'est un fond qui vous le dit. C'est un fond qui vous parle. Il est pas boulot, il est fond. Oui. Quand la justice fait son travail sur Mebengo, le président n'a rien à dire parce que c'est la justice. Ce n'est pas que c'est parce que c'est son fils. S'il est hors la loi, on va le laisser. Il faut qu'on arrête ça. Et que la presse corrige de l'édit. Il faut que la presse soit sérieuse. Vous savez pourquoi la presse fait ça? Tout le monde a tiré sur Mebengo. Mais au lieu d'applaudir, de dire que la justice fait son travail, parce que ces dirigeants de la presse, là, les directeurs de publication, moi je n'aime pas tirer sur les directeurs de publication, ils ont voulu ce qu'on appelle le mapatisme. Vous savez ce qu'on appelle le mapatisme? Quand Mebengo était encore au pouvoir, ils ont demandé pour eux et ce n'est pas sorti. Voilà pourquoi. Et si on n'allait pas enfermer Mebengo, si on n'allait pas enfermer Mebengo, ça devait être plutôt le contraire de traiter la justice camerounaise de tous les noms d'oiseaux. Maintenant, j'ai deux grilles de lecture pour chuter. La première grille de lecture, c'est celle qui est politique. En 1996, oui. Le discours du président Biya parlait de la rigueur et de la moralisation. Oui. Le président Paul Biya est un homme qui est simple, souple et direct. Même si vous êtes hors la loi et que vous êtes son fils, vous serez interpellé. Maintenant, en ce qui s'agit de sa droiture, depuis 1964, que Ahidjo l'avait ramené à la présidence, il a mené de l'ordre à la présidence. Il a doublé le poste de directeur de cabinet civil et de secrétaire général de la présidence de la République en 1967. Quand Ahidjo fait confiance, je ne voulais même pas arriver jusqu'au Premier ministre 75 oui, et 82 quand il devient président de la République. Oui. Quand le président Ahidjo fait confiance à son excellence M. Paul Biya et qu'aujourd'hui il recrute des gens qui ne viennent pas, au lieu de justifier leur salaire, ils vont des milliards, ils laissent chez eux. Allez dans nos sous-quartiers, voilà comment la population camerounaise vit. 60% des Camerounais sont pauvres, mes chers amis. Ils sont pauvres. Et quelqu'un a des milliards qui peut construire des communes au Cameroun. Donc, c'est ça ma dimension politique. Et il y en a des politiciens qui sont très fiers. Certains sont même incarcérés. Certains sont en cours de condamnation. Mais qu'on laisse la justice camerounaise faire son travail. Et maintenant, la dernière dimension, c'est celle juridique. C'est la loi. On ne peut pas, ni au-dessus de la loi. Donc, on reste tranquille. Vraiment que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Et éduquer ces jeunes-là, ces jeunesses qui nous suivent à la maison, que voilà ce que le président de la République a prévu. Depuis son arrivée en 1982, il a apporté la démocratie. Il a apporté le multipartisme. Je sais que certains ne sont pas satisfaits, ils disent que 90 est monté, il est descendu. Oui. C'est bon. Le président Biya, qu'on le fait confiance à lui et qu'à la justice camerounaise.
Mais c'est la justice qui a fait son travail et prendre mes bingo. Ce n'est pas M. Biya. Faisons la différence entre la personnalité et sa personne. Personne comme M. Paul Biya et sa personnalité comme le président de la République. Il fait son travail. Donc on ne dit pas que M. Paul Biya envoie mes bingo en prison. C'est la justice camerounaise qui l'a envoyé. Son fils. Non, c'est la justice camerounaise qui l'a envoyé en prison. Ok. Qu'à ça soit clair. Ilyas Zipan, vous avez, lorsque tout ceci est arrivé, vous avez parlé de l'intransigeance du pouvoir de Yaoundé. Le fait qu'on ait arrêté envoyer Mebengo en prison, vous parlez d'intransigeance du pouvoir de Yaoundé. Concrètement, ça veut dire quoi? Non, pas concrètement. Il faut faire très très attention dans l'approche des choses. D'abord, la première des choses qu'il faut dire, c'est que dans l'organisation étatique telle qu'elle est faite à l'heure actuelle aujourd'hui, il y a d'un côté l'état de droit, premier côté, il y a de l'autre côté l'état politique qui est certainement impulsé, qui impulse certainement l'organisation de l'état de droit. Premier élément que je voudrais dire, pour faire court. J'adosse à ça deux choses. La première, c'est l'organisation étatique de notre pays et l'ensemble des lois, comme disait tout à l'heure mon Walter Shaw, qui permettent certainement à la justice d'agir pour les ordonnateurs de la fortune publique. Mais tous ces problèmes arrivent pourquoi? Deux éléments. Le premier élément, d'abord le président Biya à l'heure actuelle est le doyen, à ma connaissance, de la fonction publique. Il est pratiquement en fonction depuis 1962. Oui. Premier élément. Il arrive au pouvoir en 1982. Et je pense que la plupart des fonctionnaires aujourd'hui qui sont dans le circuit et qui ont des salaires, les plus anciens ne sont pas là depuis, du moins dans ce qu'on appelle l'adhésion, du moins l'entrée à la fonction publique, ne sont pas là depuis 82. Pour la plupart, c'est à moins de 82. Pour appuyer cela, je voudrais rappeler à tous ceux qui l'entendent, lorsque vous prenez le cursus de M. Alain Elgar Mebengo, à ma connaissance, je pense que c'est sorti en 83 ou 84. Entre les deux années, il est pratiquement cette année-là, sous-préfet avant de années 80, donc c'est pratiquement quelqu'un qui a fait tous ses armes auprès du président Biya. Mais, en tant qu'ordonnateur, cette fois-là, et c'est là d'où je voudrais aboutir, ordonnateur de la gestion de la fortune publique ou de la dépense publique ou des deniers publics, selon la terminologie que l'on souhaite, les textes qui organisent cela datent depuis 1973. C'est les textes de 1973 qui encadrent la fonction publique, la fortune publique. C'est écrit fortune publique, elle date de 1973. Les textes qui organisent les compétences, bien entendu, les responsabilités des ordonnateurs des établissements publics et des collectivités publiques datent de 1974. Pourquoi je cite cette texte-là? Parce que vous allez voir la différence. Le budget de notre pays, quand vous parcourez l'histoire, en 1974, 1992, 1974, 73 et 74, tourne autour de 120, 130 milliards. C'est l'ensemble du budget du pays. Les textes aujourd'hui, ces textes donc qui régissent cela, n'intègrent pas un certain nombre de paramètres. D'une part, en termes de volume d'éjection. Aujourd'hui, nous avons un budget de 4500 milliards. Et le manquement de certaines dispositions permettent aux ordonnateurs de cette disposition de se flairer un chemin. Je prendrai un détail pour que les gens comprennent très bien. Entre le délai qui oblige l'ordonnateur à émettre un mandat et le circuit de paiement chez le receveur et le circuit chez le trésorier, il y avait un circuit manuel en 1974. Aujourd'hui, ce circuit est informatisé. Ce que la loi n'intègre pas. Or, l'État fonctionne entièrement sur le système informatisé. Là, il y a une lacune. Deuxième élément, la plupart des fonctionnaires qui sont aujourd'hui complètement dans la maille, vous conviendrez avec moi que c'est des fonctionnaires. Je dis bien la plupart, c'est des fonctionnaires. Ça veut simplement dire que ceux qui sont formés dans la lecture ou dans la rédaction des décrets, des articles, des circulaires et des détails maîtrisent à suffisance tout le dispositif. C'est pour ça que le contrôle interne aujourd'hui de notre denier public ou de la fortune publique est tout à fait faible parce que
elles dérivent pour la plupart dans le contrôle interne du contrôle supérieur de l'État, d'une part, et d'autre part de la chambre de compte pour ce qui est des receveurs. Je fais court pour que les téléspectateurs comprennent très bien. Je voudrais simplement dire que c'est pour ça que c'est beaucoup plus au niveau de la fonction publique qu'il y a suffisamment de deniers publics. Donc il faut réformer, l'adapter pour qu'on ait plus de contrôle dans la surfacturation, d'une part, dans les prises d'intérêt, d'autre part, et du fait que aujourd'hui, entre l'émetteur de l'onateur, entre le comptable et entre le contrôle, que le temps soit suffisamment court pour que nous n'assistons pas au scénario que nous avons à l'heure actuelle. Parce que ce que l'on reproche, on suppose reprocher à Mebengos, maintenant on suppose, c'est sa gestion entre 2010. Là, j'ai lu. Oui, ça c'est du temps où il était MINDEF. Il était MINDEF. Oui. 2005 à 2009. À 2000 complètement. 2005 à 2009. Voilà. Donc vous voyez que c'est lourd. C'est lourd dans le contrôle. Et c'est pour ça que pour pouvoir arriver à certains fins, le TCS est obligé parfois de faire des perquisitions pour avoir des documents qui les permettent de pouvoir fonctionner. Donc je voudrais chuter là-dessus pour dire qu'il faut adapter nos textes. Il faut donc des réformes pour permettre en ce que, au moment où je vais rebondir tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi dans la NAS de les collectivités publiques décentralisées, la plupart des ordonnateurs ont des dossiers à l'heure actuelle pendant au niveau du TCS, notamment la municipalité dans laquelle je me trouve. Je ne cite pas son nom, voilà, parce que j'ai été convoqué au TCS pour ce dossier. Voilà, on rappelle que Mebengo a été MINDEF entre 2009 et 2015. Ça permet, à vous Roger Oyono, je vais vous poser la question de savoir, toutes les infractions, tout ce qui est reposé à Mebengo aujourd'hui a été commis entre 2009 et 2015. On l'admet, mais il y a quand même une batterie de structures qui encadrent ça. On a la NAIF, on a la CONAC, il y a même les RG, les renseignements généraux. Pourquoi c'est en 2019 que ce dossier? Alors qu'on a vu la fortune, entre guillemets, monter, ainsi de suite. Pourquoi c'est en 2019? Alors qu'il y a toutes ces structures-là. Justement, Serge Alain, c'est une question centrale que vous devez poser. En outre de cette kyrielle d'organes ou d'institutions qui doivent combattre la corruption dont vous venez de citer, moi je vais m'appesantir pas sur ces organes ou sur ces institutions, je vais m'appesantir par exemple sur l'article 66 de la Constitution qui voudrait que toutes les hautes autorités de l'État déclarent leurs biens. Et vous pouvez vous rendre compte que je ne sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui cet article n'est pas véritablement appliqué, puisque aujourd'hui les gens vont dire que M. Mebe est riche ou bien M. Mebe a amassé un tas de biens. Il n'a pas amassé ses biens d'un jour au lendemain. On a vu M. Mebe s'enrichir au fur et à mesure, et les gens regardait sans rien dire. Il y avait toutes ces institutions. Lorsque on entre un peu dans les finances publiques, il y a tout un amas de contrôle interne qu'on fait au sein des ministères. Mais je pense qu'en réalité, il y a quelque chose de sérieux et de politique à relever. Lorsque quelqu'un occupe la fonction de ministre de la Défense au Cameroun, ce poste confère à l'individu une certaine force. Alors que le ministre délégué à la présidence, je viens de dire ministre délégué à la présidence, lorsqu'on essaye de procéder à la classification des ministres, il y a les ministres d'État, la préséance, il y a les ministres d'État, il y a les ministres délégués, les ministres chargés de mission, les secrétaires d'État qui reviennent. Mais on a parfois l'impression que le ministre délégué à la défense, parce que c'est un ministère attaché à la présidence par la hiérarchie parallèle, ce ministre ou bien cet individu bénéficie de certains avantages que sur le plan protocolaire que les autres n'ont pas. Assister un peu au quartier général lorsqu'on remet parfois, lorsque c'est pas le président ou lorsque c'est le ministre délégué qui préside la cérémonie, vous allez trouver tous ces ministres d'État, etc. J'en ai même eu la discussion avec un de mes oncles en lui disant, ça m'a un peu gêné lorsque je vois un ministre délégué arriver à présider une cérémonie. Et les ministres d'État, après les ministres d'État, etc. Bon, comme il était du corps, il m'a dit non, c'est qui représente le président. Je dis non, il représente certes le président, mais en réalité, il y a des ministres d'État qui sont là. Sur le plan protocolaire, en tant que politologue, ça me causait problème. Donc, vous pouvez donc voir que c'est un ministère. C'est un peu, regardez généralement,
vous pouvez être dans un véhicule. Peut-être nous vivons, sans nous qui voyageons avec des véhicules de transport en commun. Lorsque vous voyez quelqu'un en tenue, parfois, il ne se présente pas, mais vous, à côté, on vous demande votre carte nationale d'identité. Regardez même lors des contrôles en route. Parfois, un monsieur lui-même, il ne se présente pas, mais il vous dit votre carte nationale d'identité. Comme pour dire qu'en réalité, je ne veux pas dire que nous sommes dans un état, loin de moi, l'idée de l'état gendarme. Pour dire que les hommes en tenue ou bien les civils qui travaillent au ministère où il y a des hommes en tenue bénéficient d'un certain aura qui permet qui pensent parfois qu'ils sont supérieurs à d'autres personnes. Maintenant, revenons sur la panoplie d'institutions. Vous pouvez comprendre que lorsqu'il y a déjà la NIF, la CONAC, etc., vous pouvez comprendre qu'en réalité, lorsqu'il y a un surplus ou un surnombre, ça veut dire qu'il n'y a pas un travail qui est sérieux. Je pense en réalité que ce sont des institutions qu'on crée pour donner juste des rétributions à certains amis pour partager le pouvoir. Je riais un jour lorsqu'un ami me disait que la structure la plus corrompue du Cameroun, c'était la CONAC. Et je riais. Je riais lorsqu'il me disait ça. Pourquoi? Parce que, en réalité, si la NIF est là, la CONAC est là, si la CONAC faisait véritablement son travail, il est bien vrai, vous allez me dire pourquoi la CONAC manque de répression. Si la CONAC avait le pouvoir de répression. Mais en réalité, je pense que la CONAC ne fait pas véritablement son travail. Essayez de faire une socio-analyse des individus même qui travaillent à la CONAC. Regardez leur passé. Vous allez vous rendre compte que eux-mêmes, ces individus ne sont pas ou d'une huile extrêmement sainte. Pour dire qu'en réalité, c'est complexe. Je pense pour faire sérieux qu'il faudrait qu'on crée, soit on remet totalement à la justice le travail de lutter contre la corruption et laisser la création des institutions politiques comme la CONAC, la NIF et autres, et laisser le travail de répression à la justice et surtout que l'exécutif qui est chargé d'exécuter les lois exécute véritablement les lois. Si l'exécutif exécutait les lois, aujourd'hui, on nomme M. Serge Alain Autou ministre. On vérifie ce que M. Serge Alain Autou a avant d'être ministre. Et après, on dit, M. Serge Alain Autou, voici ce que vous avez, le jour que vous êtes débarqué, on vous débarque du pouvoir, on vérifie également ce que vous avez. Lorsque les gens nous citent aujourd'hui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, la richesse de M. Mebe, mais je me demande, mais comment ce monsieur a réussi à amasser ses biens? Ça peut faire, peut-être il peut justifier, je ne sais pas, devant le TC, est-ce qu'il a obtenu ses biens avec d'autres choses? Avec d'autres choses, peut-être pas seulement la fortune publique. Donc en réalité, ça nous crée, nous autres, un peu, ça crée une difficulté dans l'analyse. Puisqu'on va regarder que c'est un propriétaire il est propriétaire de certaines structures qui peuvent lui permettre d'avoir de l'argent. Je pense que si on aurait audité, ou bien ce monsieur aurait déclaré ses biens avant d'être, je ne sais pas trop, là ça devient même compliqué parce qu'on ne sait pas à quel poste il va falloir regarder les biens du ministre Mebe. Et il faut également dire aux téléspectateurs que les postes que monsieur Mebe a obtenus, ce sont des postes vraiment intéressants en matière d'argent au Cameroun. Lorsque vous avez été préfet, je vais commencer par là. Je voulais pas dire qu'avant d'être préfet de l'océan, il était préfet de l'océan, préfet de la Meufouya-Famba. Vous êtes préfet du Fundi. Vous êtes directeur du cabinet civil. Vous êtes délégué général à la sûreté nationale. Vous êtes MINDEF et vous êtes ministre des Transports. Vous-même, en termes de budget, essayez d'aller parcourir les budgets de ces ministères. Vous allez vous rendre compte qu'il a occupé des postes des postes très sensibles et des postes qui peuvent permettre à certains de s'enrichir. Donc je pense que si on aurait appliqué l'article 66, en réalité, on aurait quand même pu savoir sur quoi débattre. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'en débattre sur sa richesse. Camille, il faut à tout prix faire quelque chose par rapport à l'article 66 forcément. Pour éviter ce genre de situation aussi. Forcément, mais pour le faire, moi j'ai l'impression que les choses tardent à venir parce qu'on va aussi demander au président de la République lui-même de déclarer ses propres biens. Et ce qui ne fait pas. Mais moi, je veux dire que ce n'est pas ici que nous devons faire le procès de M. Mebengo, qui, il faut le souligner, demeure toujours présumé innocent. Oui, bien sûr. Parce que moi je connais le cas de M. Amadou Vamouké qui est en prison depuis 4 ans. Pour un détournement de plusieurs milliards, mais l'affaire
a déjà subi 15 renvois. Ça veut dire que, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, on n'arrive même pas à le juger. Bon, moi, ce que je veux dire, la fortune qu'on lui prête n'est peut-être pas différente de celle qu'on prête à beaucoup d'autres ministères. On parle de beaucoup d'autres ministres, on parle de certains ministres qui ont des propriétés de 4 hectares, ou de 40 hectares, ou de 50 hectares, dans lesquels ils vivent. Or, là aujourd'hui, entre ce qui se dit dans les réseaux sociaux, qui va de l'abracadabra à l'absurde. On dit qu'on a saisi chez lui 400 costumes, ce qui est faux. On n'a pas saisi de costumes chez lui. On dit qu'on a trouvé chez lui, en Colfond, 4 milliards de francs. Il n'y a pas eu de perquisition en Colfond. On dit que chez lui, il y avait 3 000 milliards, parce que c'est une femme qui me dit quelque part. Oh non, comment est-ce qu'un homme peut avoir 30 000 milliards, le budget de l'État, à lui tout seul? Quel gros cœur, je dis, mais vous avez vu, on a vu ça dans les réseaux sociaux. Vous savez très bien, le conseiller Zipan, d'où vient cette image. Une affaire qui circule dans le net depuis très très longtemps. Ce qui fait que beaucoup de gens se disent que Mebengo a vu des milliards chez lui, on a trouvé des milliards chez lui. Qu'on ne fasse pas son procès aujourd'hui. Parce que vous savez très bien que ce tribunal criminel spécial a cru devoir ne pas arrêter son regard, par exemple, sur le scandale de la CAN, où c'est plus de 30 000 milliards qui ont été détournés. Les gens s'attendaient à ce que le tribunal criminel spécial sévisse. C'est pas fini. Est-ce que c'est fini? Vous connaissez le temps du TCS? Il y a eu une glissade, mais tout le monde attendait. Mais voilà. il y a d'autres cas. Est-ce que ça veut dire que le dossier CAN est clos? Je ne sais pas. Voilà. Il a certainement glissé, parce qu'on sait qu'il a glissé. Oui. Mais on n'a pas vu, par exemple, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, l'affaire d'une certaine surfacturation de 2 avions. Une surfacturation qui a fait le tour des journaux avec preuve à l'appui, on n'en parle pas. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, c'est pas ici le lieu de faire le procès de Edgar Mebengo. On a dit, d'ailleurs on a dit que ça va d'abord passer par une instruction. On va bien voir. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on a saisi tous les véhicules de sa femme. Est-ce que c'était des véhicules militaires pour qu'on les prenne comme pièce à conviction? Donc, beaucoup de gens sont même en train de gloser sur les activités de sa femme. Mais les gens oublient que cette femme-là faisait des prestations au ministère parce qu'elle a un service traiteur et chaque fois qu'il y avait des trucs, elle est loin. Est-ce pour cela qu'on l'a arrêtée? Et c'est pour la première fois aussi qu'on voit au Cameroun une femme qui va en prison avec son ministre. Ça veut dire que le cas Mebengo n'est pas un cas ordinaire. Mais il n'appartient pas aux journalistes de faire le procès. De constater la théâtralisation de cette affaire, de constater la gravité de cette affaire et surtout au regard de l'envergure de ce haut commis de l'État, parce qu'il a tout de même été. Et bon, maintenant, quand on dit que Mebengo en fait parcours, qui a dit que le parcours est fini? Non, c'est une interrogation. Dis-nous, l'article 66, vous l'avez dit, je l'ai suivi avant, il faut faire quelque chose. Oui, l'État est sur le terrain. L'État est sur le terrain. Les experts de droit sont au travail. Oui. Quand nous avons un monsieur qui vient à l'antenne, qui dit que ça n'a jamais été appliqué, qui n'a pas de preuves, qui tire partout sur les hommes en tenue et tout. Non. Si vous arrivez à un poste de contrôle et que vous voyez des hommes en tenue, c'est très logique que vous devez vous identifier. Même si l'homme en tenue ne s'identifie pas. Non, l'homme en tenue doit d'abord s'identifier. Non, s'il est seul, là c'est un cas suspect. Mais s'ils sont nombreux et qui sont mixtes, vous devez vous identifier, vous ne devez pas attendre. Et vous savez que ces hommes en tenue là ils travaillent jour et nuit. Et quand vous arrivez là-bas, il faut faciliter la tâche parce qu'eux ils ne dorment pas. Et quand vous dormez, ils sont en train de vous sécuriser. Vous parlez de la CONAC, vous ne lisez même pas. Et au Cameroun, on ne lit pas. Si vous voulez cacher quelque chose, il faut le cacher dans un livre. Pas les Camerounais ne lisent pas. Vous avez lu le dernier rapport de la CONAC quand? Il date de quelle année? Voilà. Non, je lui demande, c'est à lui que je renvoie la question. Je lui renvoie d'aller lire. La CONAC est au travail. Quand vous dites la CONAC est corrompue, c'est que vous dites vous-même que vous êtes corrompu. Donc arrêtons un peu ça. Pour revenir à votre question. Oui. Je pense que l'article 66, les gens ont parlé, ce n'est pas seulement 66, les gens en parlent. Il y a 247, si je ne me trompe pas. L'homosexualité. Les gens en parlent. Il y a plusieurs, je ne vais pas en citer beaucoup. Pour le cas de l'article 66, ces arrestations ont donné leçon au chef de l'État. Il a envoyé ses hommes sur le terrain. Maintenant qu'on a constaté que quand quelqu'un vient au pouvoir, il fait les enregistrements illicites, on va maintenant commencer. On va changer les dimensions. Ils vont changer les dimensions. Avant de nommer quelqu'un, il faut qu'on l'auditionne, qu'on sache que vous avez combien. Quand vous êtes au gouvernement, vous avez déjà combien? Qu'est-ce que vous avez quand vous êtes au gouvernement? Parce que quand vous perdez beaucoup plus de temps, la longévité aussi c'est un facteur clé.
Donc l'article 66, pour ne pas perdre beaucoup de temps, comme d'autres panélistes qui monopolisent la parole, moi, je suis venu là pour passer le message. Aider le gouvernement. Aider ce gouvernement. Oui, allez-y. Aider le gouvernement. Aider le gouvernement. Première suggestion pour l'application de l'article 66. Que l'argent ne se circule pas en liquide. Quand un ministre touche l'argent en liquide, allez dans le prado des ministres, il se circule avec des liasses de billets. Et vous gérez là sur place, vous rendez visite à un ministre, il sort 100 000 là, il vous donne comme l'agent de taxi. Ce n'est pas normal dans un pays sérieux. L'argent ne devait pas se circuler de main à main. On devait avoir une banque centrale où l'argent est gardé. Tout devait être électronique. Voilà la première leçon que j'ai tirée, que je suggère à l'État. De faire tout pour que même à l'agence, qu'on paye par ticket ou bien électronique, qu'on ne paye pas en cash. Les ministres ne devaient pas avoir l'argent cash dans le bureau, se balader comme ça là. Hein. Ce n'est pas normal. L'application de l'article 66 est en cours, c'est en cours d'exécution, mon cher ami. Depuis 1996. Ça, le Sénat a été installé quand? En 2013. Mais c'est en 1996, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il dit donc depuis oui, 2016. Les choses sont en cours. Les choses sont en cours. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je sais. Faisons confiance. Comme la décentralisation. Oui, la décentralisation. La décentralisation, mais on a scindé le MINAD. Le MINAD n'est plus avec le ministère de la décentralisation du développement local. La décentralisation est dans la Constitution de 1996. C'est un processus parce que les gens ont freiné. Elle n'est pas encore en place. Non, les gens ont freiné. C'est les gens comme les politiciens, comme nous avons dans ce plateau-là. Les gens qui ne veulent pas, qui parlent de gauche à droite là. Donc, le problème, c'est que quoi, les gens ont freiné le développement. Oui, vous avez dit, première chose, l'argent ne doit plus circuler. Oui, circuler en liquide. Deuxième proposition. La deuxième proposition, que les ministres ne mettent pas l'homme au pouvoir, que les directeurs généraux ne mettent pas l'homme au pouvoir, parce que la longévité entraîne au détournement. Seuls les ministres doivent pas mettre l'homme au pouvoir? J'ai parlé des ministres, des directeurs généraux et ceux qui occupent les postes stratégiques. Ceux qui ont un garde-corps, une Prado de 30 millions, et un villa, ou bien... Ils ont tous les avantages en nature. C'est les seuls? Tous ceux qui occupent les postes stratégiques, tout court. Ils ne doivent pas toucher l'argent en liquide. Que tout se fasse sur papier bien électronique. C'est ça. Et maintenant, l'article 66, je vous dis que le travail, ils sont en cours. Moi, j'en ai rencontré des gens de la CONAC. Moi, j'ai des amis qui travaillent à la CONAC. J'ai vu et j'ai lu la CONAC. J'ai lu aussi les présidents africains et les présidents du monde. Le président bien est le rare président qui est lent, qui est sûr et qui attrape toujours l'oiseau. L'oiseau? Oui. L'oiseau rare qui est en prison. Ah bon? Oui. Donc l'épervier arrête un autre oiseau. Oui, parce que bon, il a le riche parcours. Avec son riche parcours, ça interroge beaucoup plus les Camerounais. Comment allez-vous envoyer son fils en prison? Non. Eh oui, le président bien envoie son fils en prison parce qu'il est hors la loi. Vous avez un fils à la maison qui vole. Il faut l'amener d'abord en cellule, qu'on le frappe bien, qu'on le chicote avant qu'on le ramène à la maison. Là, c'est la leçon qui est en train de donner à Mabengo. Prochainement, le prochain régime, si Dieu le permet, peut-être on verra. On a eu le président zimbabwéen qui a libéré tous les politiques. Mais pas les prisonniers politiques. Nous n'avons pas de prisonniers politiques au Cameroun. Il faut que ça soit clair. C'est des gens, ce sont des hommes, des Camerounais qui ont commis des crimes, qui sont en prison et qui sont politiciens. Oui, c'est pour contredire le sous-secrétaire général de l'ONU. Ah, ok. Vous contredisez. Il y a les politiciens prisonniers au Cameroun. Non. Ce sont des gens ce sont les hors-la-loi qui sont en prison et qui seront condamnés selon la loi. Pas qui sont les politiciens. Ils seront condamnés? Oui, si la loi le dit, parce que le travail au tribunal, au criminel spécial, tout est là, bon, on attend ce que la loi viendra nous dire. Donc tout est en processus. Aider les Camerounais à aller dire que si c'est bloqué, vous suggérez. N'allez pas dire que non, plus ça ne va pas. Non, croisez les bras, on dit que c'est le Cameroun. Il est pas. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je ne peux pas ajouter, mais rétablir un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de dire là. Je suis très flatté, comme il a dit lui-même, il est venu passer le message. Il n'est pas venu répondre à l'interrogation qui est la nôtre. Quand un dossier est pendant devant la justice, ce n'est pas à nous, les journalistes, ici ou sur un plateau de télévision, de le débattre. Ça, tout le monde le sait. Nous ne rentrons pas dans le fond du dossier. Oui, justement. Et je pense que Camille, elle est là, si bien dit. Mais nous essayons de décrier ce que va utiliser les juges. Le juge du siège juge à partir du droit et de sa conscience. C'est tout. Et nous montons les lacunes de certaines dispositions du droit qu'il va utiliser. C'est ça notre débat. Et en tant que politiciens, nous nous projetons à l'avenir en disant donc voilà ce qu'il faut réformer. Je vous ai soulevé 2 cas pour que vous compreniez très bien le machin. J'ai dit que les textes qui organisent
les ordonnateurs ou les responsabilités des ordonnateurs de la fortune publique datent de 1973. Et je vous ai pris des cas pour dire que aucune collectivité ou aucun établissement public en 1973 n'avait qu'un budget de 50 milliards. Aujourd'hui, ces mêmes dispositions-là s'appliquent au directeur général de la Sonara qui lui gère 2000 milliards. J'ai dit qu'il y avait un manquement sur l'informatique. Et on peut soulever d'autres tests comme ça là, pour soulever cela. Mais je voudrais beaucoup plus répéter, et il a si bien dit en partant de l'article 106, non, il y a des dispositions légales qui sont en contradiction avec les faits. Je vous prends un cas. La loi sur le régime financier interdit au conjoint de l'ordonnateur de prester dans la commune ou dans l'établissement. Ah oui. Article 56 de la loi sur le régime financier. Mais lorsque vous venez, moi je suis conseiller municipal, il le sait, et que vous avez qu'un maire ou sa femme preste, et qu'un membre du gouvernement vient se satisfaire de ce que la femme de la personne en question preste, ça devient un problème. Je vous ai dit que tout à l'heure, je défends un dossier comme ça au TCS, pour ceux qui le savent. C'est un problème, mon ami. Ce n'est pas qu'on passe quelque chose, on est d'accord, on ne fait pas la justice. Le deuxième élément qui semble dire, on dit qu'entre l'organisation, entre le moment où on décaisse l'argent et le moment où on le contrôle, le temps est trop long. On le dit. Et ce n'est pas dire qu'on est contre le président Biya. Non, on est avec le président Biya, mais on dit le temps est trop long. Lorsqu'on dit que la faiblesse, c'est le contrôle interne, comment comprendre que la multitude des contrôles au niveau des établissements publics ne puisse pas arrêter quelqu'un qui passe, pour mon cas, parce que je parlerai de ce que je maîtrise bien, les excédents budgétaires en non-valeur. C'est-à-dire que cette année, vous ne dépensez pas 100 francs. L'année d'après, vous ne dépensez pas 200. L'année d'après, vous ne dépensez pas 300. Le cumul fait 450. Et vous venez 4 ans après dire, je n'ai pas dépensé les 450, mais l'argent a disparu. Et comme l'argent a disparu, je ne sais pas comment j'ai fait, passer ça en non-valeur. Et on passe cet argent en non-valeur. Et les conseils votent. C'est ça le problème. Ces gens-là, il faut les traîner devant la justice de notre pays, tout en indiquant qu'il y a des manquements dans ce sens-là. Ce n'est pas que quelqu'un est contre toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un amalgame dans votre défense. Vous défendez en même temps le président de la République, et en même temps les militants du RDPC, et en même temps les fonctionnaires, et en même temps les textes. On dit que l'article 66 n'a pas de décret d'application. Donc on ne peut pas l'appliquer. Il ne faut pas faire la magie. Vous demandez à un juge de siège de le dire, il va dire, je n'ai pas le décret d'application, je ne peux pas le faire. Donc par conséquent, je voudrais que nous revenons à des proportions gardées. Il faut adapter nos textes à la réalité pour que l'on puisse être en adéquation avec les évolutions de la société, intégrer tous les paramètres, parce que nous avons beaucoup de fortune de public aujourd'hui et les gens peuvent le distraire. Et pour chuter, il est inadmissible que l'on mette 3 ans, 4 ans pour venir contrôler quelqu'un pour des faits passés. Et M. Ono vient de vous le dire en attestant que on multiplie des contrôles tous les jours. Et dans ma commune, au moins 5 contrôles du contrôle supérieur de l'État est passé. Et personne n'a vu qu'on a distrait 300 millions dans la commune de l'État. Ça vous pose un problème. Le dit ne veut pas dire que je suis contre quelqu'un. Le dit, c'est la vérité des faits. Et notre ville et notre pays a besoin d'avoir des textes inadaptés. Dans tous les cas, je peux te dire, chers camarades, les gens qui sont là ne peuvent pas changer. Il faut les changer. Non, mais le changement vient d'en haut ou bien ça vient d'en bas. Le changement est mobilisé, disons comme l'ancien président américain, Barack Obama. Le changement ne vient pas d'en haut, ça ne vient pas en bas, mais le changement est mobilisé. Lorsque vous n'êtes pas impliqué dans la mobilisation, que voudrez-vous que ça change? Ok. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Dans la première édition du 20h de la semaine, qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Cédric? Ce soir, nous parlerons d'un nouvel épisode du feuilleton judiciaire concernant l'ex-ministre de la Défense. Après Edgar Alain Abraham, c'est son épouse Bernadette Mebengo qui vient, elle aussi, d'être placée sous mandat de détention provisoire dans le cadre de la même affaire où elle est soupçonnée d'être impliquée dans cette affaire de détournement présumé de fonds publics. Mais au-delà de l'affaire Mebengo, la classe politique s'interroge sur cette opération épervier et une réelle volonté du gouvernement de lutter contre les détournements de fonds publics et l'enrichissement illicite au Cameroun. Vous suivrez le regard croisé de l'opposition et des militants du parti au pouvoir dans le journal de 20h. Et nous vous donnerons les dernières nouvelles concernant des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. 11 d'entre eux ont été déclarés non coupables devant le tribunal de première instance administratif de Yaoundé. Nous ferons le point dans ce journal. Et la dernière nouvelle sur le plan du continent africain, Abdelaziz Bouteflika qui renonce à un 5e mandat sous la pression de la mobilisation populaire. Quelles sont ses motivations? Nous en parlerons dans un instant.
Voilà, Cédric Noufélé va donc développer tous ces titres dans le 20h tout à l'heure, madame, monsieur. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Madame, monsieur, place tout de suite à la pause journal. Mais au bout du compte, tout ce qu'on a trouvé, c'est de le condamner à 25 ans d'emprisonnement ferme pour complicité intellectuelle de détournement. Donc l'affaire Mebengo, elle fait encore les choux gras de la presse et des réseaux sociaux. Elle va le faire pendant un certain temps. Il y aura bientôt la place pour la justice, mais toujours est-il que il n'appartient, je le répète, il n'appartient pas aux journalistes de faire le procès, encore que les gens ne sont que, donnent même l'impression de ne lire que dans le marc de café, parce qu'ils disent que c'est des détournements de l'affaire Marc Force et tout cela. Peut-être que ce n'est pas cela, parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus proches du dossier qui disent que ce n'est pas seulement ça. Ok, Joe Walters, une famille, après l'époux, maintenant c'est l'épouse. Une famille en prison, ça vous inspire quoi comme commentaire? Bon, pour moi, je sais que ce sont des complices. Et si ce sont des complices, ils devaient être interpellés. Ça ne me surprend pas. Vous savez, Serge, quand vous mangez seul, ce qui est sûr que c'est à la fin. À la fin, vous serez condamné seul. Et quand vous mangez avec les gens, à la fin, vous serez condamné avec les gens. Donc, il est accompagné avec des bandits. Mais quand vous dites à un enfant de la maternelle à la maison que quelqu'un a détourné, un ministre a détourné de l'argent, l'enfant ne va pas comprendre. Il faut simplement dire à l'enfant que c'est un voleur, il a volé. Et quand vous avez volé, on devait vous interpeller. Si c'est toute la famille, il faut que toute la famille soit en prison. C'est ça. Je crois que... en prison? Oui, si la famille... Je vous dis que maintenant, là où on est en train de parler, il y aura encore des listes qui seront encore envoyées au TCS. Les gens vont toujours dans ce dossier-là? Oui, le dossier est lourd. Ce n'est que le début. Hein. Le dossier est lourd. Il y en a les gens qui sont à la maison, qui nous regardent maintenant, qui ne savent même pas qui seront interpellés? Oui, il faut qu'on fasse très très attention. Quand vous êtes affaire avec un fonctionnaire de luxe dans un pays, quand il vous donne, il faut faire attention que quand vous prenez, quand vous recevez, ce qui va le retour sera grave. Donc il faut qu'on fasse très attention de savoir à qui on a affaire. Et il travaille où, il vous donne quoi. Parce que ce monsieur est en train de payer ce qu'on appelle les pots, pas les pots cassés, mais c'est ce qu'on appelle le karma. Quand vous crachez en l'air, le crachat tombe sur votre nez. Donc, ce que Mbengo est en train de subir pour le moment, il est encore présumé innocent. Hein? Il est présumé innocent, oui. Mais il a détourné les fonds publics. Non, vous n'êtes pas juge, vous ne pouvez pas le... Ce n'est pas qu'il est en train de faire son procès. Oui. Logiquement, les biens qu'on a saisis perquisités chez lui, ça voudrait dire que ça appartient à l'État. Où est la logique? Pourquoi ça appartient à l'État? Ça appartient à l'État. Il a pris ça où? C'est l'État qui a acheté ça. On connaît les textes et on connaît les salaires. Non, quand lui demande de son rang. Oui, mais est-ce que en tant que ministre, pourquoi on ne peut pas dire la vérité, mes chers amis? Serge, il faut qu'on dise la vérité. Si sa femme a volé, le travail est en cours. Que la justice fasse son travail et que si c'est à la fin, si c'est pas seulement son travail, et que si ses neveux sont impliqués, si ses nièces sont impliqués, si c'est son oncle qui est impliqué, si tout le monde est impliqué, que la justice les envoie au TCS et qu'à la fin la justice rend son travail. C'est ce que je pourrais dire. Ça ne me surprend pas. Il est y pense, je vais... Permettez d'abord, je vais revenir à vous, vous êtes l'homme politique. Sur cette affaire, madame appelle l'époux, c'est l'épouse. La famille risque... va prendre un sérieux coup là. Oui, bon, permettez-moi, Serge Alain, de revenir un peu sur les propos de mon cher Walters. Oui, Joe Walters. Joe Walters, en début, qui m'a dit que les gens tirent sur les hommes en tenue, etc. Je n'ai tiré sur aucun homme en tenue. Je voulais ici rappeler les règles républicaines qui voudraient que lorsqu'un homme en tenue demande la carte, veut identifier un citoyen, l'homme en tenue est tenu de se présenter lui-même. En réalité, c'est pour protéger l'homme en tenue. C'est pour protéger l'homme en tenue lui-même. Et j'ai l'impression que M. Walters est à la fois procureur et ange. Bon, je comprends. Non, moi je suis observateur, mon cher ami. Il est venu passer le message, comme il a dit. Il est venu passer le message. Je lis le Cameroun comme vous. Il est venu passer le message, mais Serge Alain, désormais, s'il vous plaît, invitez-nous souvent avec des gens qui ne viennent pas passer le message. Non, quand je dis message là, quand je dis message là, dans le sens d'éduquer et d'informer. Quand j'ai fini de dire ça, et pour être plus sérieux, parce que les téléspectateurs nous écoutent, pour être plus sérieux, je dirais que le cas Mebe, sur un plan de science politique pure, le cas Mebe interpelle le Cameroun de demain. Serge Alain, que le président de la République, si je pouvais être à ses côtés, j'allais dire, Monsieur le Président,
Le problème qui est au Cameroun, c'est qu'un enfant sort de l'ENAM, demain il est ministre. Il n'a aucune légitimité politique dans son village. S'il vous plaît, s'il vous plaît, en tant que politologue, vous n'allez pas me parler du destin. Le destin de quelqu'un, ça s'écrit. On ne n'est pas dit qu'on est ministre. On ne n'est pas dit qu'on est ministre. On travaille et puis vous êtes rétribué en tant que ministre. Si vous êtes un prêtre, s'il vous plaît, je ne suis pas devant, je suis pas à l'église. Permettez-moi de parler de ce que je sais moins faire bien, c'est-à-dire la science politique. Le problème, c'est que nous avons hérité ça du système français. Lorsque vous regardez l'Assemblée représentative du Cameroun, l'Assemblée territoriale du Cameroun, l'Assemblée législative du Cameroun, qui sont devenus l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que le colon a tout fait pour mettre les réservoirs des fonctionnaires qui devaient continuer à assurer les intérêts du colon lorsque le colon était parti. Et aujourd'hui, quelqu'un sort de l'ENAM, demain, il est ministre. Il n'a aucune ancrage politique quelque part. Oh, ministre, le dit-on souvent, c'est un poste politique. Ça veut dire que lorsque quelqu'un saura qu'il a le poste de ministre qu'il occupe, c'est parce qu'il a une légitimité politique, il a un fief politique. Autrement dit, son mandat vient du peuple. Il ne va donc plus se comporter comme quelqu'un qui est sorti du ciel, qui émane du ciel, etc. Et il a été nommé ministre, c'est-à-dire comme le destin, comme le dit Walters. Tant que les gens vont croire qu'ils sont ministres par destin, en réalité, ça ne va pas marcher. Ils vont continuer à détourner les fonds puisqu'ils savent que il y a certains anges que Dieu ne va pas voir lorsqu'ils seront en train de voler. Je pense que pour faire sérieux, il faudrait que nous ayons ce qu'on appelle des entrepreneurs politiques, ce qu'on appelle des professionnels de la politique, ceux qui vivent pour et de la politique, ceux qui prennent la politique comme activité, comme métier, le métier du politique. Autrement dit, il faudrait professionnaliser la vie politique au Cameroun. Si un enfant, certains ministres parfois, c'est lorsqu'il est ministre qu'il est directement membre d'un comité central d'un parti politique. Il n'a pas d'ancrage politique. Du fait, lorsque les populations de son village parlent, par exemple, il peut vous dire, c'est pas vous qui m'avez fait ministre. Si c'est vous qui m'avez fait ministre, enlevez-moi. En réalité, c'est ça le problème de base, la légitimité de l'élite. Lorsqu'une élite sait que le mandat de maire que j'ai, c'est pas par cooptation que je suis devenu maire. Je suis maire parce que je suis légitime. En réalité, le maire là ne pourra plus détourner, etc. Et maintenant, sur l'affaire de la justice. Moi, j'aime le travail de la justice camerounaise parce que de temps à autre, elle est interpellée ou la justice fait pas son travail, etc. Ce que je déplore dans la justice camerounaise, c'est la lenteur. C'est la lenteur. Autrement dit, on aurait pu voir la richesse de M. Mebé et dire, M. Mebé, voici ce que vous êtes en train de faire. Lorsque M. Mebé passait les marchés, par exemple, lorsque sa femme, si sa femme est interpellée, ça veut dire que sa femme a fait des prestations. Or, M. Zipan nous rappelait tout à l'heure qu'il y a un sacro-saint article qui interdit au conjoint ou bien à quelqu'un. Lorsqu'on revient sur la séparation des ordonnateurs, M. Walter disait encore que les ministres ont l'argent dans les véhicules. Cet argent sort d'où? Alors que moi, en deuxième année, dans le cours de institutions et finances publiques, on m'a parlé de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Est-ce que le comptable, l'ordonnateur s'est substitué en comptable pour avoir autant d'argent? Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux sur l'application des textes et sur les commissions dont on parlait tout à l'heure. Que chacun essaye de faire son travail. Moi, ça me gêne lorsqu'on dit Monsieur Paul Biya a mis son fils en prison. Non, c'est pas Monsieur Paul Biya, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est là et le pouvoir exécutif est là. Ce n'est pas lorsqu'on signe le mandat de détention provisoire. C'est pas un décret. Je n'ai pas vu en bas Paul Biya, signé Paul Biya. Ça veut dire que c'est un magistrat de la République qui a compris que les charges qui sont retenues contre M. Mebé ne permettent plus que M. Mebé soit chez lui et venir répondre aux charges. C'est mieux qu'on garde d'abord M. Mebé en attendant, qu'on le détienne en attendant. Donc moi je pense qu'en réalité le problème sérieux, il faudrait qu'on procède à une certaine professionnalisation de la politique. Que M. Zipan, qui est conseiller municipal aujourd'hui, lorsqu'il est ministre demain, il a tout un parcours politique. Autrement dit, il sait qu'il peut être déposé le jour qu'il s'amuse avec le peuple qui lui a donné mandat. Mais lorsque M. Zipan va croire qu'il est ministre par destin, comme les ministres de M. Walters, il va toujours détourner les ponts puisqu'il sait que c'est Dieu seul qui voudra juger les anges. Merci. Ok, merci Roger Yono. Il a Zipan, une question plus politique. On a suivi dans le journal de Cédric Nouffelé l'opposition camerounaise qui s'interroge sur la volonté réelle de cette opération épervier à lutter contre l'enrichissement illicite. C'est votre avis? Non, disons que le problème il est plus complexe. Je pense que Yono a essayé de le... Lorsque vous êtes un homme politique, oui, vous devez avoir une pensée constitutionnelle. Vous supposez que vous pouvez arriver au pouvoir. Voici comment vous allez articuler l'État.
Vous devez avoir une doctrine économique. Voici comment j'entends que l'économie marche. Est-ce qu'elle est économique, sociale, elle est économique? Et vous devez avoir une organisation étatique. Je pense que c'est tout ça qui concourt, qui compose l'homme politique. Maintenant, ceux qui arrivent dans une fonction politique à partir de l'imminence de leur poste administratif, ils ne savent pas s'arrêter. Et comme disait Oyono tout à l'heure, ils pensent donc que par conséquent, c'est Dieu qui les a donnés et qu'ils ne doivent pas s'arrêter. Et ils veulent même jusqu'à chercher la place du chef. C'est ce que nous essayons de retrouver dans notre manière de faire. Mais tout cela est dû au fait que lorsqu'une économie est dynamique et lorsque la conjoncture commande qu'on adapte les lois, si ces lois sont en retard, conséquemment, il faut dire que les gens vont pécher. Et je vous ai dit tout à l'heure que le gars qui est diplômé de l'UNAM a été formé, bien structuré pour les connaissances et les dispositions légales. Vous ne pouvez pas m'expliquer que dans un établissement public ou dans une municipalité dont j'en maîtrise bien, vous avez la comptabilité de l'ordonnateur, vous avez le secrétaire général qui est celui qui vous aide à ce que l'application des textes soit en adéquation de l'opportunité dont vous faites mal. Vous avez le comptable qui est le juge de la régularité, qui est donc de la sincérité de la régularité, et qui est détournement. Ça veut dire qu'il y a une complicité. Et cette complicité vient du fait que les textes ne sont plus en adéquation. Et j'ai dit que tantôt que ces textes étaient faits au moment où le Cameroun n'était pas si riche que ça. Donc il faut les adapter en incorporant naturellement la partie informatique pour que la lenteur, comme je disais tout à l'heure, puisse être suffisamment dans la célérité pour que les gens ne volent plus. Mais cela est dû aussi au fait que la justice camerounaise, le juge du siège, tel que maintenant l'affaire est pendante, ne va que s'appliquer aux dispositions légales. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Camille le disait, vous avez des problèmes qui commencent au début à 100, 200 milliards et qui à l'arrivée se retrouvent à 50 millions. Parce qu'on démontre au juge du siège que là, il n'a pas volé, il a seulement profité de qui non. Mais ce qui est tout à fait ahurissant, c'est que l'on voit au quotidien des gens devenir subitement riches et on n'interpelle pas. Je vous ai dit que dans le régime financier, pour ce qui est des collectivités, je parle de ce que je connais. Vous avez à l'heure actuelle dans la ville de Douala une haute autorité, l'affaire est pendante devant la justice, c'est pour ça que je n'en parle pas parce que j'en suis témoin. Le gars fait prester à l'institution dont il a la charge sa femme. La disposition de l'article 56 l'interdit. Et ils ont pris de la fortune publique comme ça et ils essaient d'expliquer que non, ça n'avait rien à voir. Oh, c'est écrit article 56, c'est extrêmement interdit. Premier élément. Deuxième élément, vous avez des gens que je vous ai expliqué tout à l'heure, un cas très patent. Les gens trouvent des excédents budgétaires. Je ne sais pas ce que c'est. Ils ne consomment pas l'argent. C'est-à-dire que pour faire simple, que l'État comprenne. Il garde 100 francs aujourd'hui. Demain, il garde 2. Au bout de 3 années, il a 400 francs. Et un matin, il vient dans un plein conseil, vous dit, passez ça en non-valeur. Autrement dit, l'argent a disparu. Il n'y a plus d'argent. Et on laisse cette affaire se faire. Donc, ces problèmes-là sont pendants devant le TCS. Et le fait que la lenteur de ce TCS fait en sorte que ces ordonnateurs-là ont l'impression qu'ils sont devenus des intouchables. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Parce que ce que nous reprochons aujourd'hui à Mébé, on peut le reprocher à quelqu'un d'autre. Je voulais terminer ce sujet de Mébé. Dès lors qu'on a arrêté le banquier, et je sais comment ça fonctionne, oui. Tout à l'heure je voulais aider mon ami, que lorsque tout cet argent-là n'est pas passé en espèces, et comme il y a le banquier à l'intérieur, dans la bande, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires, pour ne pas dire des hommes aux affaires, qui vont être interpellés. Ce n'est pas des hommes d'affaires, parce que l'homme d'affaires ne prend pas le risque pareil. C'est les hommes aux affaires, c'est-à-dire qu'on vient un matin, on dit à M. Serge Alain Autou, quelle entreprise soumissionne, et puis donc tu vas gagner 100 millions. Et comme tu as la part du gain, et comme notre société a pour valeur de réussite, villa, vacances, et bien entendu voiture, on dit M. Yono est très intelligent, pourquoi il n'a pas la voiture? Pourquoi il n'a pas les villas? Et comme donc c'est cette société complètement bling-bling là, qui attire les gens, et donc vous vous précipitez d'encaisser 85 millions. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le cas de Mébé, sa femme se retrouve à l'intérieur dedans. Et ce qui vous avez même les enfants qui sont supposés être complices. Et ma foi, je peux vous dire que je connais un des enfants Mébé, un garçon brillant, je vous le dis, vraiment, au-delà de tout, on peut le reprocher, extrêmement brillant, très brillant, quand il prend la parole en public, ou lorsqu'il traite un dossier, vous voyez un garçon bien élaboré. Ce serait regrettable que des gens pareils se retrouvent dans des situations pareilles, et puis ça ne va pas à la fortune. Imaginez moi, qui suis un homme politique, qui est suivi par mon fils, suivi par ma fille à la maison, et que subitement, je sois traîné, comme disait Camille tout à l'heure, devant les journaux, devant les juridictions pareilles. Ça ne fait pas bon exemple. Prenons des textes qui permettent donc à ce que l'on puisse anticiper sur ce genre de problème, ayant la réactivité pour les contrôles et permettant à ce que la fortune publique soit suffisamment préservée pour que les Camerounais en bénéficient tant. C'est pour ça que l'opinion a l'impression que plus on arrête, mieux ça permet que ça assoupit un peu sa pauvreté dans laquelle se trouve. Je voulais me dire à celui-là que
on ne soigne pas le pauvre, on trouve la solution aux pauvres. Et c'est nous-mêmes qui allons trouver la solution à nos problèmes, comme les Algériens ont fait à leurs propres problèmes. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Serge Alain. 100% football dans un instant. Dans un instant, nous faisons le point de la 8e journée du championnat de Ligue 1 avec la victoire de l'Union sportive de Douala sur Coton Sport de Garoua. C'était le choc de cette 8e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel du Cameroun. En Ligue 2, le Léopard de Douala confirme sa bonne santé dans ce championnat. Invaincu jusqu'ici, la phase retour du championnat de Ligue 2, c'était le week-end dernier. Léopard n'a pas perdu, Léopard n'a pas gagné non plus un match nul, mais suffisant pour permettre Banabanjo de rester leader de leur sous-poule A, alors que la Dynamo de Douala, elle a profité de cette 8e journée de Ligue 2 pour enregistrer sa 2e victoire de la saison. Nous vous donnerons également des nouvelles de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Si la liste de Clarence Seedorf est toujours attendue, vous savez que le Cameroun affronte le week-end du 22 au 23 mars prochain les Comores dans un match capital pour la qualification pour la phase finale de la CAN Égypte 2019. Seedorf est encore au four au moulin pour conclure la liste des joueurs qui vont prendre part à ce match important qui va se disputer en nocturne au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé. Comment certains internationaux camerounais sont-ils comportés en championnat durant le week-end dernier? Nous vous proposerons des images sur cette même antenne dans l'émission de 100% Foot dans quelques instants, tout comme nous vous donnerons également les nouvelles des Lions indomptables du Cameroun qui poursuivent sereinement leur stage préparatoire à la Coupe du Monde de football féminin qui se dispute dans le mois de juin prochain en France. Voilà, merci Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans un instant, 100% football. Beaucoup de courage Sylvestre. Merci Serge Alain et bonne suite à vous et à vos invités. Voilà, Camille Nellet, l'Algérie. Est-ce que le cas algérien, comme on dit de manière triviale, ça parle à quelqu'un? Bien entendu, ça parle à qui? Ça parle à beaucoup. Oui. Ça parle à beaucoup. Et je ne voudrais citer le nom de personne parce qu'on ne cite pas les contemporains. Mais je dis tout simplement qu'avant qu'il ne soit acculé à jeter l'éponge, j'avais vu une caricature où on le dessinait couché sur un lit avec la perfusion. Oui. Et il est en train de dire vers le 5e mandat. Oui, c'était une caricature de... Nos chefs d'État ne veulent pas savoir s'arrêter. Ils ne comprennent pas que il est toujours très désagréable d'être poussé à la rue par le peuple. Et moi, je pense que M. Benzedit a été jusqu'au bout du bout, malheureusement. Bouteflika. Bouteflika, je veux dire, a été jusqu'au bout du bout. Et le voilà qui se retrouve contraint de sortir par la petite porte. Parce qu'il va sortir par la petite porte. C'est terminé maintenant. Il a beau raconter qu'il va organiser une conférence nationale et tout. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas organisé de sa propre volonté? Donc moi, je pense que c'est aussi valable pour l'Algérie que pour beaucoup d'autres chefs d'État qui sont au pouvoir depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui devraient comprendre que même au niveau de leur population, il va s'installer non seulement la lassitude, mais même un rejet subliminal qui va se terminer comme ça s'est terminé en eau de boudin en Algérie. Ok, Walter Cho. Oui, en latin, on dit souvent que Vox Dei, Vox Populi. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui. Bouteflika a répondu à la voix du peuple. Mais lui, il a un problème avec le moment. Non, n'allons pas sur sa longévité ou bien sa nature. Il dit qu'il aurait dû répondre depuis. Il ne fallait pas attendre que le peuple le pousse à bout. Ce n'est pas la pression, c'est parce que pas la pression, il aime son peuple. Ah bon? Oui, il aime son peuple. Rien que ça. Et voilà pourquoi il a cédé. Et il y a plein de joie dans la rue. Merci Walter Cho, merci. Il aime le peuple à Bouteflika. Ouais. Est-ce qu'on retient de vous ce soir? Oui, Roger Oyono, au niveau de la science politique, comment comprendre ce soir le geste de Bouteflika? Le geste de Bouteflika est à saluer. Bouteflika démontre tout simplement que chaque chose... Il aurait pu s'accrocher? Chaque chose a une fin et chaque chose a des limites. Bouteflika peut-être aurait pu encore s'accrocher par son réseau, mais peut-être il a eu la limite ou la limitation de son réseau. Et aujourd'hui, le grand réseau a eu raison sur lui et le grand réseau, c'est toujours et toujours le peuple. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on a défini la démocratie à laquelle la plupart des États ont souscrit. Autrement dit, qu'elle soit populaire, qu'elle soit nationale, la souveraineté appartient au peuple. Et aujourd'hui, la souveraineté appartient au peuple algérien qui a décidé de reprendre le pouvoir qu'il avait délégué à Bouteflika. Okay. Et là, on comprend tout simplement qu'il y aura, je suis fier parce qu'il a compris que peut-être, en s'accrochant, il aurait pu plonger peut-être son peuple dans un certain chaos, etc. Mais je refuse la comparaison de l'Algérie
avec un certain universalisme qui voudrait que, comme l'Algérie a fait ceci, peut-être ailleurs ça va arriver. Je refuse cet universalisme. Merci. Ok, merci cher monsieur d'être venu. Merci, madame, monsieur. C'est ici que prend fin ce numéro, le premier de la semaine. Equinox Soir, toute l'équipe réunie autour de Séverin Tchouban vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Mian, arrondissement de Fico. Nous sommes dans le département du Mungo.